Bonjour, merci de votre venue. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler du modèle de cybersécurité NIST 2, donc dans sa version 2. Et l'idée, c'est de faire un focus sur deux piliers, la partie protection et la partie récupération. Et on aura le témoignage d'un de nos clients, donc Mercialis. Alors, trois parties aujourd'hui. Donc l'idée d'abord, c'est effectivement revenir sur ce modèle du NIST, un Cyber Security Framework. Ensuite, deuxième partie, le témoignage pour parler donc du pilier protection et notamment avec les produits Aruba, HPE Networking maintenant, effectivement. Et puis la partie ensuite, le deuxième pilier sur la partie récupération avec l'offre HPE Zerto Software. Alors tout d'abord, le NIST Cyber Security 2.0, qu'est-ce que c'est que le NIST? Il n'y a pas grand monde, mais vous êtes familier du NIST? D'accord, donc National Institute of Standard of Technology, ça vous parle, l'équivalent de l'AFNOR. Et effectivement, pourquoi ce Cyber Security Framework? Donc le NIST ne fait pas que le Cyber Security Framework. Le NIST, c'est un institut de validation comme l'AFNOR. Ils vont valider par exemple au niveau de la cryptologie ce qu'on appelle les FIPS 140 et -2, -3 pour valider tout ce qui est chiffrement. Et il y a aussi beaucoup d'autres normes, pas uniquement dans l'IT. Cette partie du NIST, du Cyber Security Framework, elle est arrivée avec Obama dans les années 2010 où il y avait commencé à y avoir des attaques. Et oui, les attaques cybersécurité, c'était déjà assez ancien. Et l'idée, c'était de protéger tout le secteur public et les infrastructures critiques. Donc il y a eu une demande, il y a eu un executive order qui a été passé et il y a eu une première proposition de cet institut pour un modèle pour protéger les environnements publics critiques des États-Unis. Ça a très bien marché et par contre ils se sont rendus compte déjà qu'il y avait un petit problème. Donc la version 1.0, c'est que toute la partie supply chain n'était pas gérée. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'attaques finalement, non pas au sein de l'IT, mais à côté. Les sous-traitants étaient attaqués, donc il fallait intégrer ça très rapidement finalement dans le modèle. Donc c'est le modèle 1.1 qui est apparu avec les 5 premiers piliers qu'on verra par la suite. Mais l'idée était là. Et ce modèle-là, il a quand même tenu jusqu'en 2024. Il a été déployé après dans le monde entier. La gendarmerie nationale, par exemple, l'utilise. Mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup de sociétés françaises maintenant qui l'ont mis en œuvre. Par contre, ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est que dans le premier pilier, le pilier identifié, il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait en fait? Plutôt qu'il manquait. C'est-à-dire qu'il était un peu isolé et en fait, il y avait énormément de choses à l'intérieur, notamment toute la partie gouvernance. Il y avait notamment la partie PSSI et l'organisation finalement du modèle, elle tenait que sur ce pilier-là, ce qui n'était pas logique. Et donc ils ont décidé finalement, dans cette nouvelle version, finalement d'intégrer un pilier nouveau, qui est le pilier de gouvernance qu'ils ont mis au centre. Alors, comment on fait pour déployer? C'est quoi les objectifs du Cyber Security Framework? D'abord, l'idée, c'est de comprendre et évaluer. Là, souvent, finalement, on va se lancer tête baissée dans une technologie, on va vouloir mettre un nouvel outil. Ici, il y a énormément d'outils, mais finalement, avant de vouloir lancer un nouvel outil, il faut comprendre où on en est et vers quoi on veut aller. C'est la notion de maturité, finalement, de son environnement cyber, l'évaluer et puis faire un trajet. Donc ça, c'est le premier concept. Le premier concept, c'est le concept de chemin. Les Américains appellent ça the journey, c'est-à-dire là où je vais aller. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas forcément la destination, mais c'est le trajet pour y arriver. Le deuxième élément, c'est le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir effectivement faire un trajet, mais on n'est pas obligé d'utiliser toujours la même façon de le faire. Et donc, il va falloir choisir là où on veut aller. Et comment on va faire? En fait, on va évaluer des risques. Et par rapport à ces risques, on va prendre des décisions, mettre des priorités par rapport à ça. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est le choix. Le troisième élément, c'est la communication. En fait, ce qui va se passer bien souvent quand on va déployer le modèle, c'est que finalement, chaque service va faire un petit peu à sa mode.
Et s'il n'y a pas une convergence, donc ça c'est le troisième C, c'est le troisième point, il faut qu'il y ait un langage commun entre toutes les organisations de l'entreprise. Sinon, effectivement, il va y avoir divergence. Et dans ces cas-là, c'est là où en fait les pirates vont pouvoir s'introduire et pouvoir finalement poser des éléments qui vont créer des failles. Donc par rapport à ces éléments-là, l'idée derrière, c'est en fait, quand on fait un petit peu une mise en place du Cyber Security Framework, on va utiliser vraiment une méthodologie. Donc je parlais donc des 3 C, hein, le fait de d'abord définir un chemin, donc définir sa maturité, 2, les choix, et le 3, c'est effectivement la partie communication. Alors juste pour ceux qui prennent des photos, donc ça c'est issu en fait d'une copie gratuite qui est disponible sur le web. Donc en fait l'intérêt aussi, c'est que ça a été déployé, c'est comme de l'open source. Donc on peut en parler aussi librement et vous pouvez retrouver tous les modules sur Internet. Le principe, c'est qu'il va y avoir pour ces 6 piliers 22 catégories et 106 sous-catégories. Alors juste pour vous donner un exemple, on ne va pas tous les faire aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Faire simple, c'est typiquement par exemple c'est la gestion des actifs. Dans le pilier identifié, c'est de savoir finalement où sont tous ces actifs. Et à l'intérieur, il va y avoir les actifs hardware et les actifs software. Donc dans les sous-catégories, vous allez avoir ces différents éléments-là. Et ça, c'est valable pour tout le reste. Donc, élément aussi également très très important, c'est la partie communication. Et donc là, il y a 3 niveaux. Tout à l'heure, je pense qu'on pourra avoir des exemples typiques. C'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une bonne, on va dire, coordination entre les dirigeants, les gestionnaires et les praticiens. En gros, c'est la direction qui va définir une PSSI, mais ça ne suffit pas de faire une PSSI. Si derrière, elle n'est pas traduite, transcrite et on va dire appliquée, et ensuite qu'on regarde comment l'application fonctionne et qu'on ait un retour sur finalement la bonne ou mauvaise pratique qui a été utilisée, ça ne sert à rien. Et c'est le principe même du Cyber Security Framework. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains, ils sont très pratiques. Ils ne vont pas donner des grandes règles, mais ils vont vous expliquer comment mettre en œuvre finalement de manière simple et efficace une cybersécurité. Et c'est vrai que c'est la problématique qu'on peut peut-être avoir avec certaines autorités, on va dire locales, qui vont nous imposer des choses, mais sans vraiment expliquer comment on fait pour y arriver. Donc c'est aussi pour ça que nous, on vous parle du NIST Cyber Security Framework, c'est parce que c'est une véritable manière, une véritable approche pour pouvoir construire un modèle global de cybersécurité dans votre entreprise. Alors, donc les fameux 6 piliers. Donc nous, comment on fait? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, donc on est une entreprise américaine et bien évidemment, c'est nous un principe de base pour notre cybersécurité interne, mais également pour pouvoir l'appliquer aux clients. Donc les 6 piliers, donc la gouvernance, la gouvernance, elle va passer par quoi? D'abord par du conseil, la transformation et la formation. Bien évidemment, c'est indispensable quand on va faire de la gouvernance, d'avoir ces 3 éléments en tête. Si on n'applique pas, on va dire, les règles qu'on s'est fixées et qu'on ne fait pas un suivi, ça ne va pas marcher. Un petit peu comme dans l'ISO 27001, vous avez le principe de PDCA, Plan Do Check Act. Là, on est un petit peu sur le même modèle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est représenté comme un cercle. Sur la partie identifiée, donc là, nous, l'idée, c'est de proposer à nos clients des systèmes pour pouvoir gérer à la fois le calcul, le stockage, le réseau, c'est-à-dire finalement l'intégralité de tout l'IT et d'avoir finalement une visibilité complète sur son environnement, donc pouvoir bien identifier tous ces assets, pouvoir les contrôler, que ce soit dans le cloud public, dans le cloud privé, et voire maintenant, on en parle de plus en plus, dans des clouds déconnectés. Puisque l'idée, c'est aussi une certaine souveraineté. Donc, on va nous proposer des solutions où on va simplement proposer du matériel qui sera ensuite déconnecté complètement. Deuxième pilier, la partie protection. Donc là, vous allez avoir des exemples concrets tout à l'heure sur la partie networking. La protection du réseau, c'est ce qu'il y a de primordial finalement dans la protection. Et la deuxième chose très importante à protéger dans une entreprise, c'est bien évidemment les données avec la partie sauvegarde. Sauvegarde, immutabilité, je pense que ça doit vous parler. Hein. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas modifier les données à un moment donné. Un principe aussi de l'ISO 27001, confidentialité, intégrité et disponibilité. Là, on les retrouve dans ce modèle-là.
Quatrième pilier, la partie détection. Donc là, l'idée, c'est quand vous êtes attaqué, quand vous avez un problème, c'est comment finalement je vais faire pour le détecter le plus rapidement possible pour pouvoir agir. Agir donc avec des équipes. Donc nous, on a des équipes à la fois on va dire du réactif et du proactif. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et puis, dernier élément, c'est le pilier récupéré. Alors, ce pilier-là, c'est le mal-aimé du NIST Cyber Security Framework. Aujourd'hui, il y a très, très peu d'entreprises qui le mettent en œuvre. Ils pensent que la solution de backup, c'est la solution pour tout faire, pour tout protéger. Et ce n'est pas vrai. Et donc là, l'idée derrière, c'est tout à l'heure de pouvoir vous présenter un petit peu, justement, quelles sont les différences entre une solution de backup et une solution de reprise après incident. Je vais laisser la parole maintenant effectivement à notre client, la société donc Mercialis, pour vous parler de manière plus approfondie de ce fameux pilier sur la protection. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Non? Pas du tout? Ah ouais? Pas du tout? Ok. Ah. Là c'est mieux? Parfait. Ah oui, effectivement. Donc déjà bonjour à tous, merci d'être là. Merci Philippe de te joindre à nous pour ce rétex. Quelque chose qui est important et qui a été introduit par Olivier sur cette patiniste, nous on va couvrir tout ce segment-là qui s'appelle la protection. Je vais laisser d'abord Philippe se présenter aujourd'hui quel est son rôle au sein de Mercialis et de présenter aussi Mercialis qui est un acteur du SBF 120 et ensuite on va avoir un échange qui va être le plus interactif possible pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait chez HPE et quelle est la vision de Philippe sur ces différents sujets. Qui bosse? Je le fais si tu veux. Voilà, donc juste brièvement en introduction Mercialis, je ne suis pas sûr que les gens connaissent l'entreprise. On est ce qu'on appelle une foncière commerciale, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de centres commerciaux, donc activités dans l'immobilier, et nos clients nos locataires sont des commerçants, soit des grandes surfaces, soit des enseignes que vous connaissez tous. Dans les foncières connues, vous avez Clépierre ou Unibail par exemple, donc on est un de ces acteurs-là, franco-français. On possède une quarantaine de centres commerciaux en France, donc une problématique multisite. Et on est une société cotée au SBF 120, et donc pour le coup une contrainte réglementaire. On a un certain nombre de choses à respecter vis-à-vis de l'AMF et on doit notamment assurer des risques tels que la fraude. Voilà, et donc moi je suis le DSI, j'ai rejoint l'entreprise il y a 18 mois et donc effectivement parmi les priorités qu'on s'est données avec l'équipe, donc je suis accompagné par Jonathan qui est en charge de l'IT dans mon organisation. Effectivement on a fait de la cybersécurité une priorité majeure. C'est quelque chose auquel les dirigeants sont maintenant sensibilisés avec toute l'actualité qu'il y a pu y avoir. Les investisseurs aussi posent des questions. Quand vous êtes une société cotée, vous devez communiquer sur vos risques. Et donc votre conseil d'administration vous interroge sur la gestion des risques pour l'entreprise. Et donc je dois notamment rendre des comptes à l'investisseur chaque année. Et donc, vas-y, tu peux passer au slide suivant. Et donc à ce titre-là, on a défini une stratégie de cybersécurité. Alors vous allez retrouver des thématiques un peu similaires à ce qui a été expliqué auparavant. Je l'ai volontairement voulu plus simple que NIS 2 pour pouvoir communiquer à la fois à mes dirigeants, à mon équipe, aux utilisateurs et aux investisseurs. Et donc 4 thèmes assez simples. La sensibilisation, faire en sorte que nos utilisateurs soient moins naïfs. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup des attaques passent par l'humain, par le facteur humain, le phishing notamment. Je crois que c'est 80% des attaques commencent par du phishing. Donc les rendre un petit peu moins naïfs. La prévention, donc réduire la surface d'attaque, faire que nos communications soient sécurisées, qu'il n'y ait pas des portes et des fenêtres ouvertes aux 4 vents. La détection, donc effectivement, et à un moment les gens rentrent chez vous, et donc plus tôt vous les détectez, plus vous limitez les dégâts. Donc, et clairement, on a mis en place des dispositifs externalisés pour avoir une surveillance H24, puisque les hackers ont tendance souvent à travailler en dehors des heures de bureau. Donc, et puis mon équipe a autre chose à faire que de surveiller des sondes. Donc voilà, on a fait une organisation qui surveille de manière permanente ce qui se passe sur tout notre parc. Et puis la réaction. Donc, quand je suis arrivé dans l'entreprise, la petite question malicieuse avec laquelle j'ai beaucoup joué avec mon équipe et mes dirigeants,
c'est si ça pète cette nuit, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Et voilà. Et en leur disant, s'il y a bien une seule question qui doit vous empêcher de dormir, c'est celle-là. Et donc clairement, c'est se dire, voilà, quand vous regardez l'actualité, plus aucune société peut se dire maintenant qu'elle y échappera. En tout cas, il y a plein de sociétés que j'admire qui sont tombées. Donc je me dis qu'un jour mon tour viendra. Le plus tard sera le mieux. Mais voilà. Et donc un jour, ce matin-là, ce sera le jour J et il faudra être prêt. Donc on ne peut pas tout prévoir, mais en tout cas, il y a un minimum de choses à faire et on y travaille. Et donc dans le cadre de cette stratégie, on a travaillé avec HP cette année. On a fait du bon travail. Alors, en particulier sur le pilier, ce que j'appelle prévention, où effectivement on s'est concentré sur les communications, sur le fait de mettre en place un système transparent pour les utilisateurs, parce qu'au-delà de la sécurité, il y a aussi quand même l'expérience utilisateur qui est un souci majeur pour nous. Et donc on a mis en place Atmos de façon à assurer les communications, à la fois les communications entre nos sites et les communications pour les collaborateurs qui sont de plus en plus dans un mode hybride. Il y a le télétravail. Il y a des gens comme moi qui commutent, qui sont régulièrement dans le train ou en déplacement. Voilà. Et donc, ça a été le projet réussi dans un délai très court, de manière totalement transparente pour les utilisateurs, à la fois le changement et puis le résultat, parce que les gens ne savent même pas. On a migré finalement. Ils ne savent même pas que la solution existe. Moi, je suis de l'âge qui a connu les VPN où, quand on n'était plus au bureau, il fallait lancer une application, il fallait mettre un login mot de passe. Il n'y avait pas toujours de SSO. Enfin, voilà, donc il y avait un mot de passe spécifique à retenir. Là, les gens ne savent même pas qu'il y a une strate de sécurité. N'importe où, ils se connectent, ils prennent une connexion Internet et ils naviguent soit sur le web, soit sur nos applications de manière sécurisée. Et pour rebondir, parce que peut-être le nom Atmos aujourd'hui... c'est quelque chose qu'on a rebrandé qui s'appelle HPE Networking ZTNA ou SSE. Je vais juste faire une petite parenthèse pour vous expliquer un peu la strate que l'on a au sein d'HPE Networking qui est notre brique Unified SASE qui va se reposer sur plusieurs choses. Et en l'occurrence, ce qu'on a mis en place avec Mercialis, avec tes équipes Philippe et Jonathan, c'est toute cette brique-là que l'on appelle le Zero Trust Network Access, Agent Zero Trust Network Access et le SWIG. Juste pour un peu discuter avec l'ensemble d'Holosciences, est-ce que tout le monde est familier avec la notion de Zero Trust? J'imagine on est tous en cyber, on en a entendu parler. Les 4 piliers du Zero Trust, c'est de se dire qu'on ne fait pas confiance de base, à l'inverse de ce qui se faisait dans l'ancien monde, comme tu disais, sur la partie VPN, où on octroyait les droits sur la partie VPN et ensuite on ne recheckait pas si effectivement il y avait une certaine légitimité à accéder à la donnée. Là, de base, on ferme tout et on octroie des droits granulaires. Le deuxième pilier qui est très important, et c'est pour ça qu'on vient s'insérer dans l'item que tu viens de mentionner, qui est la prévention, mais la protection, comme l'a dit Olivier, c'est qu'on doit constamment monitorer. Un des points les plus importants, c'est effectivement, on ne casse pas l'expérience utilisateur, mais cette expérience utilisateur doit être analysée pour derrière, comme l'a dit Philippe sur la question « Qu'est-ce que tu fais si tout pète demain ?» On a des éléments qui nous permettent de dire « Ok, c'était à cet endroit-là, peut-être que je peux revenir sur une configuration. » Et on aura mon partner in crime Olivier qui parlera de cette partie récupération dans un deuxième temps. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est dans un premier temps, ne pas tout octroyer comme droit, avoir une approche qui nous permet de tout monitorer, mais surtout de gérer un élément qui a aussi été mentionné côté Nice 2 et qui, côté équipe de Philippe, et je sais que Jonathan, qui est un peu plus dans le byte and byte, l'utilise constamment, c'est comment adresser les cas d'usage où les personnes n'ont pas le device, n'ont pas de moyens d'installer d'agents, mais néanmoins, il faut toujours leur proposer une expérience sécurisée. Et ce que l'on a fait chez HPE et que l'on a déployé pour Mercialis, c'est aussi couvrir tous les cas d'usage pour les sous-traitants, qu'on oublie souvent, où on n'a pas forcément le droit d'installer, parce qu'on n'a pas l'ownership des équipements, le droit d'installer des applications. Finalement, on a une approche de bastion évolué, où on va publier les applications pour que la personne accède juste à travers un portail web. Donc voilà un peu notre offre. Je fais une petite partie, je prends ma casquette de sales. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, on est au stand de C01 et on pourra discuter de toute notre brique que l'on appelle aujourd'hui Unified SASE. On va passer maintenant dans un mode où je veux plutôt discuter avec toi, parce que aujourd'hui, fort de ton expérience de plus d'une vingtaine d'années, essayer de voir un peu quelle est ta vision sur cette partie DSI. Moi, j'ai une première question qui arrive, c'est de se dire
En tant que Mercialis, mais même en tant que DSI, aujourd'hui, quels sont tes 2-3 risques cyber prioritaires? Qu'est-ce que tu as déjà réussi à adresser? Qu'est-ce que tu vas adresser? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Alors, bon, comme je disais tout à l'heure en introduction, le risque principal pour nous, c'est la fraude. On est moins une société de transactions, donc les sujets comme la disponibilité du système d'information sont un petit peu moins critiques que d'autres entreprises. Donc on est vraiment sensibilisé sur le fait de pouvoir rendre des comptes sur le fait que toutes les transactions financières qu'on fait sont bien sécurisées, qu'on n'a pas de problème d'usurpation d'identité, de choses comme ça. L'autre enjeu, de manière plus globale, si je fais un petit pas de recul autour de la cybersécurité, c'est la disponibilité de mon équipe. J'ai une petite équipe et encore une fois, je préfère qu'elle soit à créer de la valeur sur des projets, à contribuer à mettre en place de nouvelles choses, plutôt que de surveiller tout le temps ce qui se passe. Et donc, un des enjeux autour de ça, c'est de simplifier toute la gestion de l'infrastructure et être sûr que voilà, ça fonctionne bien tout seul, qu'il n'y a pas besoin d'aller mettre les mains dedans tous les jours, et qu'à la moindre alerte, au moindre événement suspect, voilà, il y a quelque chose qui va nous interpeller, et là on posera le crayon, on y va voir. Donc faire en sorte que mon équipe soit au bon endroit, au bon moment, et pas à surveiller des systèmes où il se passe 99% du temps rien. Voilà, donc l'enjeu est là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que quand on a commencé à discuter avec Philippe et ses équipes, le premier challenge, c'est de se dire comment on peut apporter de la simplicité sans que ça soit au détriment de la sécurité. Et un des premiers échanges que j'ai eu avec Jonathan, c'est de se dire waouh, la plateforme elle est simple, mais est-ce que finalement ça sécurise bien? Et finalement, il y a quelque chose que l'on oublie, c'est que les pléthores de solutions, certes, font papa, maman, etc. Mais nous, en tant que CISO, en tant que DSI, on a des équipes de plus en plus restreintes et qui doivent être des moutons à 5 pattes. Donc finalement, un des challenges des risques cyber, c'est mitiger les risques, mais aussi de faire en sorte que le modèle opérationnel soit aussi simplifié. Et ce qu'on ne voit pas forcément, tu sais, en tant que risque cyber. Ouais, et puis, pour compléter ton propos, en plus dans un monde de plus en plus ouvert, c'est-à-dire que les entreprises, en tout cas c'est comme ça que je l'observe, où les frontières sont de plus en plus fines et les métiers nous demandent de plus en plus de pouvoir donner accès à des pans entiers du système d'information, à des indépendants, des freelances, des sociétés voilà, qui prennent une part de l'activité pour eux, où effectivement on est sur un mode assez hybride entre l'interne et de l'externe, et où c'est beaucoup plus compliqué de mettre des murs, où j'ai connu l'époque où il y avait l'interne pur et dur, il y avait la DMZ, où là, voilà, on transigeait sur certaines choses, mais pas tout, là où on faisait plusieurs DMZ en fonction des usages, puis après il y a le monde extérieur, où là c'était que des méchants, et là c'est quelque chose de beaucoup plus permissif, qui bouge très régulièrement, parce que les gens sont là 3 mois, repartent, c'est quelqu'un d'autre. Donc effectivement, après il y a la technique, on donne des PC de la boîte, mais là ça devient ingérable. Les gens arrêtent leur contrat, mais ça passe pas forcément par des process RH habituels, donc il y a des accès ouverts, mais on ne sait plus qui est derrière. Après, je ne vais pas refaire tout le débat de la supply chain et puis des problématiques chez les sous-traitants, mais voilà, il y a aussi tout ce sujet-là qui est un peu masqué, mais qui est un vrai danger. Et ce scénario, est-ce que c'est celui que tu penses qui t'inquiète un peu de gérer en fait tout ce que tu ne vois pas au sein de Mercialis, mais donc du coup cette partie sous-traitant, est-ce que finalement dans ta démarche cyber c'est un sujet à part entière dans ta prévention? Comment tu le... En fait, une partie de notre enjeu il est là, c'est qu'effectivement il y a des choses que l'on connaît, que l'on maîtrise, et là il faut les rendre les plus fluides, les plus automatiques, les plus autonomes possibles. On pourra parler de la gestion d'identité par exemple. Et puis effectivement, il y a tout un pan inconnu. Alors, soit parce qu'effectivement, comme je l'ai évoqué, c'est des modes d'organisation qui évoluent avec un mode un peu, alors je vais dire shadow, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, où les relations contractuelles des gens qui travaillent pour nous sont un peu différentes à ce qu'on a connu auparavant. Et puis l'évolution aussi extérieure, on parlera de l'IA sans doute aussi, et des modes d'attaque. Et donc effectivement, j'ai besoin que mon équipe dégage du temps pour réfléchir ou pour comprendre et s'appuyer sur des gens comme vous pour comprendre ce qui va arriver et faire en sorte que ce qui est déjà connu et acquis tourne tout seul et qu'on ne soit pas à tenir la boutique à bout de bras, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement j'ai une deuxième question où je vais aussi faire notre retour d'expérience comme on l'a eu avec Mercialis, mais qu'est-ce qui t'a plu dans cette démarche-là avec HPE?
Est-ce que tu as parlé en préambule de la facilité de migration? Est-ce que tu as aussi apprécié quels sont les écueils? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme bonne pratique de ta relation que tu as eue avec HPE, que tu as bien aimé et qui finalement aujourd'hui tu aimerais reproduire sur peut-être d'autres éléments de la chaîne de liaison de Mercialis? Le point de départ, c'est souvent le même, c'est-à-dire que l'équipe est relativement petite, alors avec des gens extrêmement compétents, voilà, ils se reconnaîtront, ils connaissent pas mal de choses, mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Ils ne peuvent pas connaître toutes les technos, toutes les possibilités. Donc en général, les gens ont un schéma en tête qu'ils reproduisent, qu'ils ont connu, et évoluer ou s'adapter à des nouvelles technos, ce n'est pas forcément évident. Donc je considère comme le principe d'organisation étendue, de m'appuyer sur un réseau de partenaires qui sont capables d'amener des inputs en disant voilà, les menaces évoluent, les solutions évoluent. Après, à nous de faire notre choix, la décision nous appartient, mais en tout cas qu'on soit nourri de ça. Et ce qu'on a apprécié avec vous, c'est qu'effectivement, il y a eu des workshops, on a pu se pencher, on a pu benchmarker par rapport aux solutions qu'on avait auparavant, comprendre les évolutions qui étaient possibles et évaluer le bénéfice. Avant même de discuter de discussions commerciales ou quoi que ce soit. Donc c'est cet accompagnement, c'est le fait de se dire, voilà, je bénéficie d'un écosystème bienveillant et qui m'apporte des inputs, qui rend mon équipe plus intelligente finalement. Et à la fin, on décide, on reste souverain, comme pour employer un terme très à la mode. Mais en tout cas, tout seul, en étant au fond d'une grotte, on n'arriverait à rien. Ou on ferait des choses qu'on faisait il y a 20 ans. Ouais. Et en fait, dans cette continuité-là des workshops techniques, on a fait quelque chose avec Mercialis ou même d'autres acteurs qui aujourd'hui on a annoncé à l'ANSSI comme la division de cybersécurité d'Airbus qui a aussi sélectionné notre solution de Zero Trust. On a intégré Mercialis et on a fait des échanges directement avec nos execs et aussi dans une sorte de Customer Advisory Board. Je donne un exemple, Jonathan, ce que l'on a fait pour essayer dans une démarche agile, nous a donné des inputs de comment améliorer le produit. Et on est une jeune pousse, on a récupéré ces éléments-là et finalement dans ces workshops, tant Mercialis a gagné que HPE a gagné parce que finalement c'est un partage d'une vision, mais une vision qui est aujourd'hui abondé par des vrais inputs de nos clients. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite mettre en place, sachant que aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est novice dans cette partie cybersécurité, mais aujourd'hui, la vision que beaucoup de personnes vont avoir de HPE Networking va être très orientée infra et on ne va pas nous voir comme un key partner sur la partie cybersécurité. Et c'est pour ça qu'on a ces éléments-là d'accompagnement, de vision et de vision qui s'étoffent. Et c'est ça qu'on a vraiment apprécié avec tes équipes. Peut-être un autre élément qui peut être intéressant. Et tu triches en fait. Parce que oui, je triche un peu. Parce que j'ai pas ça, j'ai pas la partie là. En fait, on a beaucoup parlé de Zero Trust, de principe de confiance zéro. C'est quoi ta vision sur cette partie-là? Est-ce que tu penses que le Zero Trust, c'est quelque chose, souvent les gens se disent c'est un produit, une solution. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui doit être géré directement au niveau de ta direction parce que ça peut étendre à d'autres choses qui sont en dehors de la solution? On parle de problématiques physiques. Comment tu vois cette partie du moindre privilège? Alors, je vois ça de manière beaucoup plus, je vais dire, holistique. Oui. Et revenir aux 4 piliers de la stratégie. C'est vraiment une trajectoire et quelque chose que l'on veut de global. C'est-à-dire que ça doit embarquer à la fois la direction, les utilisateurs et l'équipe IT évidemment, parce que là c'est la cheville ouvrière du sujet. Et donc c'est une trajectoire ou en tout cas une chaîne de maillons et se poser la question à chaque maillon, est-ce que les choses sont bien sous contrôle et surtout dans ce souci que j'évoquais tout à l'heure, de ne pas avoir à y revenir en permanence et de ne pas se poser la question tous les matins, est-ce que les fenêtres sont bien fermées, est-ce que les portes sont bien fermées? Et donc, je prends un exemple parmi les sujets qu'on a adressés là, ces derniers mois, en parallèle du chantier qu'on a fait ensemble. On a attaqué aussi le sujet des identités. Et donc, auparavant, l'IT recevait un espèce de workflow des ordres de l'RH en disant tiens, il y a tel salarié qui arrive, il y a tel salarié qui repart. On a automatisé ça. On a profité de la modernisation de notre SIRH en disant à la RH, on va mettre en place un connecteur. Et donc, la création des comptes, c'est vous qui la gérez maintenant. On va pas...
on ne vous demande pas d'aller faire de l'Active Directory, des choses comme ça, mais à chaque fois que vous allez renseigner une date d'arrivée, une date de sortie d'un collaborateur avec un matricule, nous automatiquement on va provisionner le compte. Il y a un système de SSO, donc en fait c'est la colonne vertébrale qui fait que les gens ont accès au système d'information. Et donc il n'y a pas on centralise toute la gestion des comptes par ce biais-là. Et on dit à la RH, voilà, et à un moment, quand quelqu'un s'en va, c'est vous qui coupez finalement l'accès. Et en parallèle de ça, d'aller voir, il y a toujours quelques récalcitrants qui sont un sentiment de propriété, de village, voilà, c'est mon application, c'est mes users, voilà. Et donc là, pour le coup, on va les voir, on va les challenger en leur responsabilisant, en disant, bah, vous gérez tout seul vos identités. Est-ce que quand un salarié part, vous êtes bien prévenu, bien au courant? Est-ce que vous avez bien coupé les accès d'un tel à tel? Je fais appel aussi à des partenaires extérieurs pour auditer un peu tout ça. Et puis, quand j'ai besoin politiquement, j'oriente un peu les recherches. Ouais. Mais voilà, c'est un moment, c'est fermer petit à petit tous les sujets. Autre chose qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on a aussi coupé tous les ports USB. Voilà, donc petit à petit, on ferme tout. Et dans chaque pilier, on se pose la question. Donc chaque pilier qu'on a vu tout à l'heure, il y a effectivement, comme on l'a vu sur la presse d'avant, il y a des grilles derrière avec des plans d'action. Et petit à petit, on coche tout, on ferme tout petit à petit. Donc on part d'une situation où on n'était pas zéro trust. Ouais. Et donc on y va progressivement et en expliquant à la fois à la direction, aux utilisateurs, et y compris, même tout à l'heure, j'ai commencé avec une note humoristique, même le fait de se dire, et demain matin, qu'est-ce qu'on fait si tout est au tapis? Même ça, c'est de se dire, ouais, je ne sais pas garantir, je n'ai pas confiance dans le fait que demain, je ne serai pas au tapis. Ouais. Et voilà, donc c'est au-delà d'une technologie, c'est une philosophie qui amène après une trajectoire sur les 4 piliers que j'ai décrits. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que nous, en termes de Retex, au sein de l'équipe de cyber, on remarque, malheureusement, mais c'est parce qu'en tant que vendeur, on fait très bien du market, et on pense que souvent, le Zero Trust, c'est une solution en tant que telle, mais ce que tu dis, c'est que il faut comprendre le Zero Trust comme une vraie stratégie qui doit se piloter en amont. Le Zero Trust, c'est quelque chose qui est lié au physique parce que tu parles de clé USB, mais c'est aussi mettre du Zero Trust dans qui a accès à quoi finalement. Quelles salles sont accessibles? Est-ce que ta salle de serveur est accessible? Tu ne fais pas confiance à un badge universel. Et souvent, ce que l'on oublie, c'est que si ce n'est pas piloté en amont, les gens ne vont pas comprendre pourquoi on met en place cette stratégie-là. C'est une trajectoire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que on n'arrivera pas à la fin du Zero Trust. C'est que finalement, à l'instar de ce que l'on fait côté CI/CD, ça sera une boucle perpétuelle de comment on va continuellement mettre en place cette partie Zero Trust. Je ne sais pas si tu partages. Alors je vais même être un peu plus orthodoxe que toi ou aller un peu plus loin. Parce que là, tu te poses la question de l'accès à ta salle serveur. Moi, je te pose la question de l'accès à tes bureaux. Oui. C'est vrai. Voilà, donc parmi les audits qu'on a fait, on s'est posé la question à un moment, mais est-ce que c'est facile de rentrer chez nous? Et une fois que quelqu'un est rentré chez nous, est-ce que ça dérange quelqu'un? Bon, en fait, les premiers mois où j'étais là, la réponse a été non. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens arrivaient à rentrer en faisant de l'OSINT. Les gens arrivaient à se balader dans les bureaux et fouiller dans les affaires sans que personne à côté dise bon, bah, ça doit être normal. Voilà, donc ça part aussi de là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet informatique. Oui, tout à fait. Et notamment aussi, je fais le lien avec la gestion de crise. Quand on vous organisez, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, quand vous organisez un exercice de crise de votre direction générale, de votre COMEX, ils découvrent qu'il y a un peu plus que de l'informatique. Ouais. Il faut communiquer aux clients, il faut communiquer aux salariés, il faut communiquer éventuellement à des autorités de régulation. Alors nous, c'est l'AMF par exemple. Mais il y a 2-3 trucs à faire qui ne sont pas que de l'informatique. Et inversement, j'ai des camarades à qui c'est arrivé. Et inversement, il faut arriver à expliquer au DRH et au DAF que ce n'est pas leur taf de venir sur les genoux du DSI ou des techniciens de l'équipe faire des scripts ou des choses comme ça pour établir ou surveiller la restauration des fichiers. Donc encore une fois, il faut embarquer toute l'entreprise dans cette logique Zero Trust. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes dans les bureaux, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas qui fout dans les bureaux, et ben, c'est pas normal. Et donc voilà, donc c'est vraiment... il faut sortir ça du simple sujet. C'est pas un problème d'informaticien. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, ça doit être géré en plus grande, au plus haut, pour que finalement ça en découle. Ça tombe bien que tu parles. Moi, je vais faire une bonne transition sur ta question. C'est si ça pète demain, qu'est-ce que l'on fait? On va essayer d'avoir un pilier, et je te remercie de ta présence aujourd'hui, parce qu'un rétexte et surtout tout ce que vient de partager Philippe, je pense qu'en termes d'écueil, en termes d'amélioration au sein de vos entreprises respectives, vous avez beaucoup appris. Ce que l'on va voir maintenant avec le prochain interlocuteur, c'est ce pilier de la récupération.
comment, en fait, comme disait Philippe, si ça tombe demain, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les questions, tu les vois après ou pas? Si Ouais. j'en ai des questions, tu les vois après ou pas? Et oui, si vous avez des questions ensuite, Ouais, ça va. n'hésitez pas à venir, nous voir. Surtout, profitez de l'expansion. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va s'attaquer à un pilier du NIST dont parlait Olivier tout à l'heure, qui est le parent pauvre du Cyber Security Framework, pour la simple et bonne raison que toutes les organisations partout dans le monde se sont concentrées, et on le voit encore sur la population, toutes les sociétés qui sont autour de nous aujourd'hui et hier, sur la protection. En fait, c'est comment je me protège encore mieux. Et on est tellement concentré sur la protection qu'on en oublie une phase un petit peu importante, c'est qu'il n'y a pas une seule des solutions sur ce salon et sur n'importe quel autre qui va permettre de garantir du 100% sécurité. Et donc, ce pilier, c'est le fameux pilier Recover, donc la récupération. Comment je fais le jour où ça plante et est-ce que j'ai l'assurance de pouvoir repartir? La solution Zerto, donc, qui fait partie du groupe HPE depuis 2021, a été rachetée en 2021 et fait ce métier depuis 2009, est concentrée sur ce sujet, sur vos environnements virtualisés. Je pourrais rentrer dans le détail, on est toujours au stand C01, donc je suis encore là toute l'après-midi, vous pourrez venir me voir. Donc, on va se concentrer là-dessus et donner l'assurance à nos clients que le jour où ça plante, ces infrastructures virtuelles vont repartir. Et vont repartir d'une façon qu'ils auront pu anticiper. Également, Olivier en faisait part sur les premiers slides, mais on va aider les clients à détecter des anomalies sur les données qui sont associées aux environnements qu'on va protéger. Quand on parle de protection, quand je pose la question à un client, est-ce que vous avez un Disaster Recovery Plan? Un plan de reprise d'activité? Un plan de secours informatique? Enfin bref, peu importe la façon dont on l'appelle. La première réponse, c'est de dire non, on a mieux que ça en fait. On a un plan de continuité. 2 baies de stockage active-active. Une écriture arrive, elle est écrite simultanément sur les 2 data centers. Si l'un ou l'autre veut tout partie à tomber, le deuxième prend le relais. C'est transparent pour les utilisateurs. C'est transparent pour les utilisateurs jusqu'au moment où la nouvelle écriture va être ce fameux malware qui aura franchi toutes les barrières des solutions cyber qui sont autour et à l'intérieur de votre récit et qui va s'écrire simultanément sur les 2 baies, qui va rester dormant le temps que le hacker étudie bien les scénarios possibles d'attaque qu'il aura chez vous. Et quand il va appuyer sur le bouton activer, globalement, c'est toute votre prod qui va tomber. Je raconte pas de bêtises, hein, globalement, ça s'est vu et c'est vérifiable partout. Ensuite, on me dit, oui, mais dans ce cas-là, on a le backup. Et quand on parle de plan de reprise, il y a plusieurs indicateurs. Les 2 premiers qui sont sur ce slide, le RPO, le temps pendant lequel une organisation accepte de perdre des données, et le RTO, le temps de reconstruction et de retour à la normale. Le RPO, si je vous prends un exemple d'un incident qui arrive à 18h, que votre sauvegarde s'est terminée à 6h du matin, de base, vous avez au moins perdu 12 heures de données. Et ça peut aller jusqu'à 24, puisque la sauvegarde dure généralement à peu près 12 heures. Ce qui est inacceptable. Et les temps de reconstruction par rapport à une solution de backup, même s'ils sont améliorés par des technologies qui permettent de restaurer des données plus rapidement, eh bien vous arrivez rapidement à un constat que vous ne savez pas combien de temps ça va vous prendre et que on parle de semaines ou de mois. Avec Zerto, en fait, on va vous construire, sur les environnements virtualisés encore une fois, un journal qui va avoir une profondeur d'1 heure à 30 jours. Et une fois que la solution est installée, solution 100% logicielle, enfin ma présentation dure 1 heure, hein, normalement. Donc là, je vous l'ai fait en 3 slides. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mais globalement, retenez qu'on va créer un journal avec des points de reprise qui vont être consistants applicativement parlant, toutes les 5 à 10 secondes, sur une profondeur d'1 heure minimum à 30 jours maximum. Une fois que vous avez toujours cet incident à 18 heures, avec Zerto, il se passe quoi? Eh bien, en fait, le premier point de reprise qu'on va mettre à votre disposition, il va être à 17h59 et 50 secondes. Et si ce point de reprise ne vous convient pas parce que vous avez encore des données encryptées à ce moment-là, eh bien, vous revenez par pas de 5 à 10 secondes en arrière jusqu'à atteindre la profondeur maximum de votre journal. Une fois que vous avez trouvé cet environnement lisible, où vos données ne sont pas cryptées, il va falloir retirer le malware. Et ce malware, il sera retiré par vos outils habituels qui auront identifié la source de l'attaque, la source de
désastre qui s'est offert à vous. Et vous allez le retirer. Et une fois retiré, votre DR deviendra votre plan de reprise, votre prod, pardon, le temps que vous analysiez, fassiez tout le forensique sur votre prod. Mais l'élément crucial de votre prod sera toujours fonctionnel pendant cette période de forensique. J'ai résumé ici, donc effectivement, des petits rappels. Le ransomware est toujours l'une des plus grandes menaces pour la totalité des entreprises en 2024 et même en 2025. Alors en 2024, c'était 61% des plans de reprise ont été activés suite à un ransomware. 61%. Quand vous êtes face à un ransomware, alors je vais vous partager quelque chose que j'ai entendu récemment et qui se répète depuis assez régulièrement. Vous avez plusieurs options. Vous avez une solution comme la nôtre qui va vous permettre de sortir de l'ornière simplement, ou vous vous retournez vers votre directeur financier en lui demandant le montant qui vous est demandé pour cette rançon. Et vous payez. Si vous payez, 4% de ceux qui ont payé ont récupéré l'intégralité de leurs données. 96% n'ont donc pas récupéré l'intégralité de leurs données. Et si vous payez, vous ne savez pas qui vous payez. Par contre, aux États-Unis, c'est la grande mode du moment, le FBI sait à qui vous payez. Et généralement, ce ne sont pas des organisations très amicales. On va parler de groupes terroristes, on va parler de trafiquants de drogue qui font de l'argent facile avec ces cyberattaques. Et donc là, vous vous retrouvez confronté à une situation où vous êtes accusé d'avoir financé un groupe terroriste. Et donc face à des amendes encore plus subséquentes que la première que vous avez payée. Bref, payer, ce n'est pas forcément la meilleure option. Tous les régulateurs, donc on a parlé de NIS 2, je vais rajouter DORA également, poussent les entreprises et les organisations, suivant leur métier, à se protéger. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais Zerto, notre solution, va vous permettre de tester votre plan de reprise, quelque chose qui n'arrive jamais. Vous ne pouvez jamais tester votre plan de reprise. Là, vous pouvez le faire en heure et jour ouvré sans aucun impact sur votre prod. Je pourrais vous l'expliquer si vous le souhaitez tout à l'heure. À la fin de chaque test, vous avez un rapport. Et devinez quoi, ce rapport, vous pouvez parfaitement le partager avec les auditeurs externes ou internes qui vont venir vérifier que votre organisation est bien conforme à la compliance. Je vous parlais de RPO et de RTO, donc je le répète parce que c'est important. Les RPO sont en secondes avec notre solution et les RTO en minutes. D'accord, fini et vous l'aurez vérifié auparavant en l'ayant testé. Et dernier point, à une époque, on s'occupe des environnements virtualisés, à une époque où VMware, beaucoup de clients se posent des questions sur la stratégie financière, financière de Broadcom et souhaitent changer d'hyperviseur ou peut-être regarder dans le cloud public. Nos environnements, nous couvrons plusieurs environnements en termes d'hyperviseur, donc VMware Hyper-V on-prem et bientôt l'hyperviseur d'HPE qui s'appelle VM Essential. Et on couvre les environnements virtualisés, cloudifiés également, donc Azure Natif, EC2 sur AWS et tous les environnements VMware sur AWS. Donc on a un excellent outil de migration. On a migré l'année dernière plusieurs milliers de VM chez des clients différents qui ont fait des choix d'hyperviseurs de VMware vers Hyper-V dans les majorités des cas. Voilà, je rappelle juste qu'on est sur le stand C01. Là, à gauche, on est tout près de l'entrée. On a un gros stand et c'est marqué HPE partout. Mais on est là et je serai là et mes collègues seraient là. Et merci beaucoup pour votre écoute.